Madame de Peretti, c'est à vous. Vous pouvez... Bonjour à tous. Alors, je me présente, Ophélie de Peretti, donc je suis archéologue et je suis la directrice du musée de Marianne. Alors, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir, d'autant qu'on suit aussi un petit peu les réalisations et les projets de votre association, donc on est très honorés par votre présence. Et on espère tous ensemble, puisque vous voyez, il y a plusieurs agents d'accueil et de médiation qui vont vous accompagner ce matin, on espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Alors, comment va se dérouler cette matinée? Donc les personnes qui ont été dans le bus numéro 1, ils visiteront d'abord le musée, tandis que le bus numéro 2 ira d'abord visiter le site archéologique. Et ensuite, on échangera. Parce que comme vous êtes très nombreux, si on vous met tous ensemble dans le musée, ça va être la cacophonie. Personne ne profitera de la visite. Juste un petit mot pour vous dire aussi donc, que le musée de site archéologique de Marianne, là, nous sommes en basse saison. Donc nous sommes ouverts du mardi au samedi, en semaine de 13h à 17h et le samedi toute la journée de 10h à 17h. Une fois par mois à 14h30, nous accueillons des conférenciers qui viennent nous présenter un sujet en entrée libre, gratuitement, le samedi. Donc la prochaine conférence aura lieu le samedi 20 avril, on a accueilli la précédente ce samedi. Ce sera Pierre-Claude Gentile et qui viendra nous parler d'architecture au 19e siècle en Corse. Vous voyez, nos sujets sont très variés et vont bien au-delà de nos collections qui sont essentiellement antiques et médiévales. Si vous n'avez pas été rassasié par cette journée à Marianne, vous pourrez également venir profiter d'une visite guidée spéciale, cette fois-ci le 13 avril, en compagnie de Camilla Nardin, ici présent, qui fait une visite thématique autour du dieu Mitra. Donc pendant 1 heure, avec seulement au maximum 20 personnes, on veut vraiment que la visite reste confortable. Le samedi 13 avril à 15 h, vous pouvez bénéficier des lumières de Camille sur Mitra et sur sa place dans notre colonie romaine à Marianne. Voilà. Alors moi, je vais simplement vous présenter en quelques mots notre établissement. Donc, le musée de site archéologique de Marianne, c'est un établissement donc, qui est porté par la ville de Luciane et qui a pour mission à la fois de conserver les découvertes, les collections mises au jour sur le territoire historique de Marianne, mais aussi de le présenter au public. Donc aujourd'hui, vous allez rester dans les espaces publics, mais sachez que derrière cette porte se cache un véritable laboratoire archéologique où on peut mener à bien toute la chaîne opératoire de l'objet archéologique, depuis sa découverte en fouille ou en prospection, jusqu'à sa mise en vitrine. L'architecte qui a mené à bien ce projet d'établissement culturel, c'est Pierre-Louis Falucci. Pierre-Louis Falucci, c'est un architecte relativement connu, qui a été d'ailleurs décoré et honoré du Grand Prix de l'architecture en 2018, donc un prix national. C'est un architecte qui est extrêmement soucieux de la façon dont il fait dialoguer ce bâtiment avec le territoire, avec le paysage alentour. Vous voyez que quand vous arrivez dans ce hall, vous êtes en fait quasiment dans le site. Et vous voyez que l'architecte a soigné la façon dont on voit, dont on perçoit en fait l'église romane, que vous connaissez tous, la Canonica, qui en réalité dialogue directement avec notre bâtiment. Le bâtiment, le musée presque cherche à s'effacer en fait, face à cette église romane. Peut-être que certains d'entre vous ont été surpris au moment où vous êtes arrivés dans le bus. Vous avez peut-être eu l'impression que le musée surgissait comme ça d'un coup dans le paysage. On met longtemps à le voir, à le repérer. Pierre-Louis Falucci a relevé, je dirais, le défi à la fois d'utiliser des matériaux très bruts, très contemporains, puisque tout est en béton, donc très loin des modes constructifs locaux. Vous voyez, on a quelques fermes vernaculaires au fond du paysage. On est plutôt sur de la pierre de taille, sur du galet du fleuve Golo qui va être exploité, qui va être appareillé pour construire des murs qu'on va ensuite enduire. Donc le béton n'est pas un matériau traditionnel, on va dire, dans la Marane, mais pour autant, l'usage de ce béton, finalement, se fait assez discret dans le paysage et ne vient pas complètement perturber la lecture qu'on a de ce paysage.
La deuxième prouesse, je dirais, de Pierluigi Falucci, c'est d'avoir bien compris que le musée de Marianne était un musée en devenir. C'est-à-dire qu'en réalité, quasiment tout ce qu'on vous montre dans le musée n'est qu'une toute petite partie de ce qui nous reste à découvrir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en étant dans le musée, vous êtes à la limite de l'espace urbain antique. C'est-à-dire que la ville antique, en réalité, elle est encore enfouie sous vos yeux, depuis l'escalier qui est ici, jusqu'à l'église romane. En fait, vous avez tous les vestiges antiques qui sont encore enfouis et qu'il nous reste à découvrir. Sous le béton, il n'y a plus rien parce qu'on l'a déjà fouillé. On l'a fouillé préalablement à la construction du musée. Voilà. Et là où vous avez déposé votre bus, sachez qu'il y a un des plus grands cimetières, une des plus grandes aires funéraires de la colonie antique de Marianne. Alors pourquoi le site de Marianne est si important qu'il a été nécessaire finalement de lui offrir un écrin à la fois scientifique avec le laboratoire de recherche et à la fois culturel avec cet établissement qui est accessible et dans lequel on présente les collections. Le site de Marianne est emblématique de l'histoire de la Corse à plus d'un titre. Déjà, première chose, c'est ici que la République romaine va établir sa première colonie de peuplement. On est vers 100 avant Jésus-Christ. Le général Caius Marius, grand général de l'armée romaine, a conquis de nombreux territoires, en particulier dans l'Afrique du Nord, et il veut remercier ses vétérans qui se sont battus pendant 25 ans à son service en leur offrant une nouvelle colonie. Joignant, si je puis dire, l'utile à l'agréable, il va choisir précisément la plaine de la Marane pour installer cette nouvelle colonie. Pourquoi? L'objectif de Marius est tout simplement de renforcer le contrôle militaire de Rome sur le canal de Corse et donc le passage qui va de la péninsule italique jusqu'à l'Hispanie, jusqu'à l'Espagne, et qui passe aussi sur les côtes des Gaules du Sud. Donc son premier objectif, c'est de sécuriser cet espace maritime, de bien le contrôler militairement. Vous le savez, en période de paix, le commerce, l'économie se déploient. Donc en créant cette colonie Marianne dans la plaine de la Marane vers 100 avant Jésus-Christ, il permet aussi un large développement des relations commerciales entre la péninsule italique, la Gaule et la péninsule hispanique et la Lituanie, donc le Portugal actuel. Et c'est ainsi que la République romaine va pouvoir diffuser notamment ses productions alimentaires, le vin, l'huile, et au fur et à mesure qu'elle va maîtriser cet espace et qu'elle va diriger les populations et les gouverner, elle va aussi rationaliser les productions. Les Espagnols vont être très forts en huile, par exemple. Progressivement, c'est surtout le Moyen-Orient qui va devenir fort en vin. Mais toutes ces productions alimentaires, elles circulent dans l'ensemble du bassin méditerranéen qui reste quasiment entièrement sous le contrôle de Rome. Donc, vous voyez tout de suite en quoi Marianne est importante. Mais lorsque Marianne est fondée, la Corse n'est pas un désert, loin s'en faut. Vous avez tous, évidemment, été déjà sensibilisés à l'occupation de notre territoire, à la période préhistorique, à la période proto-historique et au tout début de l'Antiquité. Donc, les vétérans de Marius, ils vont négocier, ils vont s'arranger avec les populations déjà en place. Il y a par exemple du côté du pape ce qu'on appelle les Vanatines. La grande force de Rome, c'est son côté, je dirais, intégrateur. C'est-à-dire que quand Rome s'installe quelque part, la première chose qu'elle fait, c'est déjà proposer aux élites déjà en place une situation confortable. Acquérir la citoyenneté romaine vous offre de nombreux droits. Donc dire à l'élite locale, vous allez être citoyen romain, c'est leur offrir un certain nombre d'avantages, et en particulier certaines exemptions fiscales. Bon.
Donc ces colons vont se mêler aux populations autochtones, aux populations indigènes, et vont créer une nouvelle société qui quelque part sera mixte, qui sera corso-romaine, et qui va développer la colonie de Marianne, la ville de Marianne. Cette ville, c'est à la fois un espace urbain qui fait entre 16 et 18 hectares, mais aussi toutes les terres agricoles et artisanales qui permettent de la développer. Et probablement aussi d'assurer un certain nombre d'exportations. Alors on sait que les Romains étaient très friands, notamment du miel et de la cire corse. Parce qu'on avait besoin de la cire pour plein de choses dans la vie quotidienne, et le miel était quasiment la seule possibilité de sucrer les aliments, de sucrer les préparations culinaires. Donc c'était très important, ces deux produits-là. Voilà. Plus tard, après la période antique, la Corse va être très tôt christianisée. Fin 4e siècle, on a déjà une très forte christianisation du territoire. Vous savez peut-être que l'empereur Théodose, en 392, rend le christianisme religion officielle et obligatoire. Constantin avait commencé à déblayer le terrain, enfin en se convertissant à la chrétienté et en ouvrant un maximum le culte chrétien, mais il ne l'avait pas rendu obligatoire. Théodose, en 392, il va plus loin, il impose la chrétienté comme religion évidemment monothéiste, comme seule religion admise dans l'Empire. De manière très naturelle, la première cathédrale corse va être construite à Marianne, là où sont les gens, là où le centre urbain est important. Et donc, vous verrez tout à l'heure dans le musée et sur le site, les vestiges de la première cathédrale construite en Corse. On est fin 4e siècle, début du 15e siècle, du 5e siècle. Et vous verrez que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les formes architecturales et les éléments décoratifs de cette première cathédrale ont une odeur païenne, ont une odeur antique. Ça ressemble beaucoup à une basilique civile romaine, par exemple. Pourquoi? Eh bien parce que les architectes et les mosaïstes et les peintres, ils font comme ils ont toujours fait. Sauf qu'on y ajoute une dimension chrétienne. Nos médiateurs vous expliqueront tout cela dans les collections. Le temps passe. Et vous savez que la Corse, du fait de sa position géostratégique fondamentale, attire bien des convoitises. Et qu'on ne cesse de passer d'un gouvernement à un autre, d'une puissance géopolitique à une autre. À partir de 752, donc milieu du 8e siècle, on entre dans les États pontificaux. C'est quelque chose de très important. Bon. Sauf que le pape, il a d'une part bien du mal à nous gérer d'aussi loin, si je puis dire, même si Rome n'est finalement qu'à 100 km à vol d'oiseau d'ici. Mais bon, c'est pas si simple que lui pour nous diriger. Et puis surtout, il utilise la Corse un peu comme outil diplomatique dans les propres relations qu'il établit, notamment avec les cités, les républiques italiennes. Dans ce cadre-là, au XIe siècle, il finit par nous confier à l'archevêque de Pise, notamment pour essayer d'apaiser un peu les tensions entre la République de Gênes et la République de Pise. Bon, vous savez qu'après, finalement, Gênes finira par nous mettre le grappin dessus. Mais, XIe siècle, fin XIe siècle, c'est Pise qui va prendre le pouvoir chez nous, sous la responsabilité du pape. L'archevêque de Pise s'enquiert de ce nouveau territoire et s'interroge sur les établissements religieux, sur les établissements chrétiens qui sèment et qui ont semé la Corse. Et là on lui dit, oui, à Marianne, il y a une vieille cathédrale, bon, elle a 600, 700 ans, quoi. Mais on la rafistolait régulièrement. Il trouve que c'est pas tellement à l'image de sa puissance. Donc, il va décider la construction d'une nouvelle cathédrale, la canonica, qui va être édifiée donc fin XIe siècle, début XIIe siècle. Là, elle est inaugurée en 1119. Et il va profiter de ce chantier pour établir pour la première fois en Corse un édifice chrétien en pierre de taille. Donc il va faire venir des maîtres maçons et des ouvriers tailleurs de pierre de Pise,
qui vont établir leur chantier ici, qui vont construire d'abord la Canonica, puis l'église suburbaine San Parteo, qui est tout près d'ici aussi, et qui est complètement intégrée dans l'évêché de Mariana et sa monumentalité. Et une fois la Canonica construite, et donc ce savoir-faire pisan, ce savoir-faire de tailleur de pierre novateur pour l'époque, va s'essaimer dans toute la Corse. Murato, la cathédrale du Nebbio, Carbini, vous avez tous en tête ces édifices romans, je suis sûre que vous avez déjà eu l'occasion d'en visiter. Voilà pourquoi Marianne mérite à la fois un centre de recherche et à la fois un musée. Parce que non seulement c'est un site emblématique de l'histoire corse, et donc de l'histoire méditerranéenne, on va dire, mais en plus, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir, puisque à peine 10% de la ville antique a pour l'instant été appréhendée par les fouilles. Sur ces bonnes paroles, je remercie cette assemblée pour son attention. Vraiment, vous êtes extrêmement concentrés, c'est très agréable pour moi. Vous allez pouvoir vous répartir donc bus 1, bus 2. Le bus 1 prend l'escalier ou bien l'ascenseur qui est juste derrière et va jusqu'à l'étage 1. Et c'est Camille qui va vous accompagner. Et le bus 2, il part avec François sur le site. Je vous souhaite une très bonne visite. Simplement 4 objets qui introduisent, chacun représente une période qu'on va retrouver dans le musée. C'est-à-dire, le premier objet que vous avez tout à gauche, vous avez juste en face de vous madame, c'est un lingot peau de bœuf, c'est du cuivre, moins 1500, moins 1200 environ, et ça, c'est un objet de givre. Un matériau du cuivre, on va découper, on va faire fondre, et éventuellement, on pourrait transformer le bas que vous avez juste ici, qui lui représente clairement l'Antiquité romaine. Là déjà, on a fait un gros bond dans le temps. Alors, on va s'arrêter un peu plus sur le troisième objet qui est la petite verrie. Je pense que c'est l'objet que vous avez plus remarqué, c'est subjectif mais je pense que c'est le plus beau pour vous. La petite verrie que vous avez là, c'est le premier objet qui est vraiment issu de la ville romaine de Marianne. Alors si on se retourne et qu'on regarde juste de ce côté-ci, je pense que vous voyez les deux petits panneaux au niveau de la route, ils sont vraiment juste en face de moi. Alors dites-vous qu'à peu près entre de ce côté-ci, on avait un des sites funéraires de la ville de Marianne. Mais pas que la directrice vous a indiqué que le parking bus, c'était un autre site funéraire de la ville. Voilà, donc déjà on en a présenté. Donc, le premier objet de Marianne, vraiment rencontré, c'est cette petite verre. Et enfin, ce qui représente le Moyen-Âge, c'est la petite céramique. Vous avez juste là-bas, la petite céramique Majolique. Pourquoi Majolique? Majolique, tout simplement, parce que ça viendrait de Majorque, et la technique de fabrication va être transitée en Italie pour arriver chez nous. Donc toute l'introduction avec la petite animation que vous voyez là, elle nous montre que la Corse est depuis bien longtemps ouverte, notamment sur la Méditerranée. Voilà. Puisqu'on a des matériaux bruts qui circulent, des objets finis et des techniques de fabrication. Tout simplement. Alors bon, quand on voit sur le bâtiment, vous voyez que tout le long, on va se lancer sur ici, quasiment tout le long de la visite, on peut voir le terrain. C'est un peu difficile de s'imaginer qu'on avait une ville de approximativement 6 000 habitants, parce qu'aujourd'hui on n'a que des poules et des brebis, hein, c'est pas grave.
c'est plus la même, mais vous avez vraiment le cœur de la ville qui est en face de vous. Donc dans toute la partie, tout ce couloir, c'est la partie antiquité, vous pouvez toujours regarder le terrain où on avait nos petits relais. Où était le port? Alors le port, on va en parler un peu plus loin. Je dirais même les ports. Supposément les ports. On va en parler juste là-bas, un tout petit peu plus loin. Alors bon, on ne peut pas trop s'arrêter, on est beaucoup, mais tout le long du musée, vous avez des petits points, on va dire géopolitiques, qui évidemment se resserrent petit à petit, puisque plus on avance dans le temps, plus ça se complique. Là, on est en -110, à la veille de l'arrivée de nos Romains, puisque la colline de Marianne, c'est -100. Voilà. Donc là, vraiment, -110, on fait un premier petit bilan géopolitique. Alors, on va s'avancer un petit peu. Alors, pour les 5 vitrines que je vous présente ici, là, on n'est pas encore dans la ville romaine de Marianne, là, on est à Venzola. Les objets, vous avez là, pas encore Marianne, c'est un autre site archéologique donc qui est à Venzola, ça s'appelle Hypalate. L'idée de vous présenter toutes ces vitrines avant de vous montrer les objets de Marianne, c'est tout simplement, c'est implicite, de vous montrer qu'avant l'arrivée des Romains, il y a des Corses évidemment qui étaient déjà là, et qui avaient notamment, ce qui est, je pense, le plus important, c'est cette vitrine-là, leur propre céramique. Comment on sait que ce sont des céramiques vraiment faites en Corse? Après tout, on aurait pu les importer, etc. C'est toujours compliqué de savoir l'objet qu'on trouve, est-ce qu'il a été fait sur place, est-ce qu'on l'a transporté, c'est toujours la problématique. Alors, ça, vous avez dedans de l'amiante. Et le fait de faire ces céramiques, ces petits bocaux avec des fibres d'amiante dedans, c'est un savoir-faire typiquement local. Donc admettons demain je trouve quelque chose comme ceci en Toscane, je peux, c'est toujours des suppositions, mais fortement supposer que ça vient de Corse, de Venzola. Voilà, parce que vous savez, de toute façon, toute l'île est extrêmement amiantée. Alors, évidemment, le côté toxique de l'amiante, à l'époque, il n'en savait rien. Alors, on va s'avancer un petit peu. Alors, avec les deux petites cartes qu'on vous présente ici, l'idée, c'est d'essayer d'expliciter pourquoi nos Romains ils sont venus s'installer ici et pas ailleurs, après tout. Alors, premier élément, bon, ma directrice déjà en a pas mal parlé,
c'est, regardez cette carte-là de droite, c'est tout simplement le canal de Corse. Évidemment, en se positionnant juste ici, on va pouvoir surveiller, protéger tout le canal de Corse qui est essentiel pour la navigation romaine. Là, évidemment, quand j'ai des petits, on repère bien Rome, on est vraiment juste en face. Hein. Donc, en s'installant ici, on surveillera tout le canal et du coup, on va pouvoir profiter de faire un port pour s'arrêter, évidemment. Ça nous fait un point d'arrêt. Très bien. Alors, deuxième élément. Là, on zoome encore un peu plus. Bon, je pense que tout le monde connaît évidemment l'étang de Bigouille. Ce qu'on a ici, ce sont les limites actuelles de l'étang de Bigouille. Très bien. Ce qu'on a juste ici un peu plus foncé, alors nous, on est évidemment juste ici, le petit carré, c'est le périmètre de Marianne. Donc, ce qu'on a ici, ce sont les limites donc, de l'époque de l'étang de Marianne. Il s'étendait beaucoup plus vers le sud, comme vous voyez. Donc évidemment, je place ma ville ici. Forcément, cet étang-là, je vais l'exploiter et je vais y faire un port. Je vais pouvoir faire stationner mes bateaux, je vais pouvoir pêcher éventuellement. Donc on aurait un premier port qui serait au niveau de l'étang. Deuxième port, il serait lui au niveau de l'embouchure du Golo. Le Golo qui est la vraie limite sud en fait de la ville de Marianne. Et troisième port, il serait juste au sud de la ville, donc de ce côté-ci. Donc on aurait un système de portuaire de 3 ports. Voilà. Je ne sais plus où la dame est qui me parlait des ports juste avant, mais voilà, du coup, on n'a pas un, mais 3 ports. Alors, ce sont des suppositions, parce qu'on n'a pas de structure, c'était des structures en bois, donc évidemment le bois ne tient pas, donc on n'a rien de vraiment très concret, mais il n'y a aucune raison qu'on se place ici pour ne pas exploiter l'étang, ni le Golo, évidemment. Et le Golo, surtout qu'on sait qu'il est navigable, donc on pourrait éventuellement remonter le Golo et commercer, par exemple, avec des Corses qui sont un peu plus dans les terres. Voilà. Donc pour toutes ces petites raisons, nos Romains sont venus se placer juste ici. Alors, on va s'avancer un petit peu. Maintenant qu'on a vu le pourquoi on s'installe ici, on va voir qui a impulsé tout cela. Ce n'est pas Jules César, c'est Caius Marius. Marius Mariana, c'est le fondateur de la ville de Mariana. Alors pourquoi j'essaie d'avoir cette réponse-là? Là je vous dis, c'est Caius Marius, dans le fond, je ne sais pas grand-chose. C'est-à-dire vous affirmez que ce faciès-là, c'est celui de Caius Marius, c'est un petit peu compliqué. Parce que là c'est un buste de l'époque moderne, donc c'est une copie d'un buste plus ancien, qui est une copie d'un buste plus ancien, etc. Et supposément, on remonte au faciès de ce bon Caius Marius. Dans tous les cas, pourquoi ce buste est intéressant? Parce qu'il montre comment un chef politique de la fin de la République se représente. Est-ce qu'il se montre dans sa vingtaine, tout beau, sans ride, etc. Non, il se montre avec son air dur, avec ses rides, du front, avec ses petits espaces que maintenant j'ai implantés au niveau des cheveux, très bien. C'est un militaire, il a un air assez grave, voilà. C'est vraiment ça l'intérêt du buste, comment le chef politique du moment se représente. Donc le Caius Marius, fondateur de Marianne, il décide donc, pour les raisons que je vous ai évoquées avant, de fonder la colonie de Marianne juste ici. Et les premiers habitants, ce sont d'anciens légionnaires de Marius qui vont être placés juste ici en face de nous, avec leur famille. Ils vont avoir un morceau juste en face d'un urbain, au cœur de la ville, et un morceau autour de la ville, où ils vont pratiquer leur agriculture, tout simplement. Voilà. Donc les premiers habitants, ce sont d'anciens militaires.
va s'avancer vers ce plan. Ça sera un petit peu plus clair le plan une fois que vous serez allé sur le site aussi. Alors là, bon, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on a en face de nous? Alors concrètement, ce que vous allez voir juste après avec mon collègue, c'est ceci. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là, c'est la partie de Marianne qui a été fouillée. Pour vous donner un autre repère, l'église de la Canonne, elle est où? Sur le plan, enfin supposément, elle est ici. Voilà. C'est-à-dire que sous l'église de la Canonne, on a une domus, une villa romaine. C'est ce que vous voyez juste là. Parce que là, évidemment, vous ne voyez que la partie romaine du site. Tout ce que vous avez là, tout ceci n'a jamais été fouillé. Comment on arrive à dessiner tout ça? Par prospection géoradar. Grossièrement, on envoie de l'électricité sous terre, et l'électricité, si elle touche un mur ou quoi que ce soit, va rebondir, et de là, on arrive à se dire très bien, sans creuser, je peux me faire le dessin de ce que j'ai sous terre. Parce qu'évidemment, comme disait tout à l'heure ma directrice, il y a très peu qui a été sorti de terre. On a ce morceau-là qui est au sud donc de l'église que vous allez voir, et les cifs funéraires qui sont autour de la ville, notamment un de ce côté et un au niveau des bus. Voilà. Mais en dehors de ça, on n'a rien d'autre qui a été sorti de terre. Vous avez aussi la petite photo d'ailleurs qui est juste là, qui vous montre un petit peu tout ça. Vous avez vu, bon, je pense que tout le monde est déjà passé dessus, juste devant la Canonne, on a une route actuellement. Je peux pas te le dire, c'est une abomination vu qu'on roule vraiment sur une grande partie de la ville. Mais heureusement, nous avons un projet de déviation de cette route. La route ne va plus frôler l'église, elle va passer donc ici, je passe intentionnellement sur ce bâtiment, je vous expliciterai pourquoi juste après. Elle va longer le goulot, et elle va reprendre juste ici, ce qui va permettre de libérer tout cet espace et éventuellement, pourquoi pas, de fouiller de ce côté-ci. L'église. Donc ce qu'on aura pour tour à l'église, c'est de ce côté-ci. Ce que vous avez là, ce sont des domus, donc toujours des villas. Donc évidemment, ça serait intéressant de fouiller tout ceci. Voilà. Et ça me permettrait d'être libéré, de pouvoir y aller à pied directement sur le site, ce qui serait quand même fort intéressant. Voilà. J'espère que c'est clair, c'est pas évident cette partie-là. Et on continue la recherche, non? Après. Alors, disons qu'une fois, oui, supposément, si on peut fouiller tout cet espace-là, l'avantage du musée, c'est qu'on a aussi de quoi accueillir tout le matériel archéologique, le laver tout simplement, et ensuite le stocker. On peut faire vraiment... Disons que là, le travail qu'on de médiation, il arrive à la fin, au final. Mais si demain, les archéologues fouillent, ça sera récupéré, ça sera travaillé derrière, nettoyé, stocké, etc. Au milieu, il y a... Le musée, il est où? Voilà, en dessous. Il est bien plus au nord. C'est-à-dire que ce que vous avez là, ça... Comment dire? Ce bâtiment qu'il y a là, dites-vous qu'il correspond... Si vous retournez, vous voyez les terrains qui sont, on va dire, défraîchis. Un petit peu... Voilà. Là où il y a la fière, en fait, qui est en train de se préparer. Ce gros bâtiment-là, le forum de la ville, il est vraiment du côté nord, on va dire, du camion. Voilà. C'est le terrain, le gros terrain qui est juste là-bas. C'est pas évident de s'y retrouver. Hein. Disons que tout ce qui est devant, qui n'a pas été défriché, c'est privé. Et ça ne correspond pas à ce que vous avez là. Voilà. Parce que c'est une des problématiques, évidemment. Bon, il y a une partie qui est publique, c'est facile de fouiller, etc. C'est plus facile. Il y a une partie devant qui est privée, ce qui complexifie toujours un petit peu les choses. Voilà. Alors, cette fois-ci, tous les objets que vous allez retrouver derrière moi, cette fois, ce sont des objets issus de Marianne. Cette fois, on y est, on n'a que des objets de Marianne. Alors, évidemment, pour rentrer un petit peu dans le quotidien de nos Romains, eh bien, on commence par des ustensiles de cuisine. Et on a juste ici un service à boire. Et alors, du coup, vous remarquerez qu'on a beaucoup de pièces en verre. J'ai pas précisé, mais la verre du début, c'était du verre, mais c'était de la pâte de verre. Donc des petits morceaux de verre assez épais, assemblés à la cuisson. Là, c'est du verre soufflé, ce qui donne des pièces beaucoup plus fines, évidemment. Voilà.
qu'il y a, je vous laisserai regarder qui est juste ici, elle vous explicite où sont les sites funéraires romains. Parce que tous les objets qu'on va voir là viennent de ces sites funéraires romains. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on en a un de ce côté-ci, au niveau des deux petits panneaux. Voilà, très bien. On en a un au niveau du parking bus. Alors, vous avez roulé dessus, je ne vous félicite pas. Et enfin, de ce côté-ci, côté montagne, au niveau de Samparteo, si vous visualisez à peu près où est Samparteo, on aperçoit un petit peu son toit, juste là-bas. Donc, de ce côté-ci, un troisième gros site funéraire romain. Les sites funéraires entourent la ville, ne sont pas dans l'enceinte de la ville évidemment, interdiction d'entrer dans la ville, mais ils entourent la ville et ils sont sur les chemins d'accès. Donc le Romain, il rentre dans la ville, il croise les morts, il ressort, la même chose. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, ce que vous allez retrouver dans ce couloir-là, comme je vous le disais, tout ceci vient d'un contexte funéraire. Ce que vous avez par exemple dans la vitrine qui est juste à ma droite, c'est une tombe. C'est tout ce qu'on a trouvé dans une tombe précisément. Ah, bien sûr, bien sûr. C'était déjà très coquet. Ici, une autre tombe. Alors ce que vous avez là, c'est pas le plus joyeux, mais l'amphore que vous avez juste ici, c'est littéralement une tombe. C'est-à-dire que dedans, on avait les restes d'un petit enfant. Voilà. Malheureusement. Bah, évidemment, ils n'y sont plus. On a fait le choix de ne pas exploser des eaux. On a beaucoup d'eau en stock. Donc, cette vitrine-là, même logique, encore une autre tombe. Et derrière moi, à ma gauche, encore une fois, une autre tombe.
Alors dites-vous bien que nos Romains de Marianne font aussi bien inhumation que crémation. Ils font les deux sans grande préférence. Voilà. Après, évidemment, avec la période chrétienne, on abandonnera la crémation. Mais la période romaine, il y avait pas de grande préférence. Là, évidemment, juste ici, on a des petits jeux assez classiques, ça ressemble un peu au morton. Et on a une petite collection de dés juste sur la droite, en os. Il n'y a pas du bois, le bois ne tiendrait pas en os.
fameuse route. Par rapport à ce projet de déviation, en 2017, on fouille sur le futur tracé donc, de cette route et on trouve un petit peu par hasard un temple dédié au dieu Mitra. C'est ça le petit bâtiment sur lequel je passais tout à l'heure en me disant je vous l'expliciterai plus tard. Donc, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ce temple dédié à ce dieu-là? C'est un peu original, Mitra pour le coup je pense, ça ne vous rappelle pas forcément grand-chose. Donc on s'est dit, on va peut-être faire une déviation à la déviation. Bon là ça a commencé à suer gros à la mairie, donc finalement, la solution qui a été adoptée, c'est tout simplement de... On renterre tout, on renterre le temple, vous n'allez pas le voir en allant sur le site, il sera sous terre, mon collègue pourra vous montrer où est-ce qu'il est précisément. Mais on va faire au musée un espace dédié à ce temple-là, et de la médiation notamment avec ma visite thématique sur Mitra. Aujourd'hui, il faut que j'essaie de ne pas trop en dire non plus. Alors, l'espace qu'il y a là reproduit l'ambiance qu'on trouvait dans ces temples dédiés à ce dieu Mitra. Alors Mitra c'est qui? C'est un dieu d'origine indo-perse, à la base, qui, au fil des siècles, a transité du monde perse au monde grec, du monde grec au monde romain. Je simplifie à l'extrême, et grossièrement, c'est ça. Donc, ces temples-là reproduisaient une ambiance de grotte. C'est pour ça que le petit couloir que vous avez ici est assez sombre, et tout au fond, si vous voulez voir ce qu'on mettra, vous l'avez tout au fond, au milieu, en train d'égorger un taureau. C'est-à-dire que la scène un petit peu emblématique de son mythe, c'est le moment où il sacrifie un taureau dans une grotte dans le but de régénérer le monde qui est un petit peu compliqué mais qui est atteint d'une grande sécheresse. Les liquides de l'animal vont régénérer le monde et sauver le monde. Voilà, c'est ce qui est dit dans son mythe. Quand je dis ce qui est dit, c'est ce qui est compris par les archéologues, parce qu'il n'y a pas d'écrit de pratiquants de ces cultes-là. Les pratiquants n'écrivez pas, personne n'a explicité, moi je vais vous expliquer, on sacrifie un taureau parce que ça symbolise ça, rien du tout. Donc ce sont uniquement les archéologues et les représentations qu'ils trouvent dans tous les temples qui sont parfaitement interprètes, qu'on retrouve partout en Europe, et surtout du côté latin de l'Empire romain. Grâce à tout ce travail archéologique, on arrive à avoir un discours sur ce dieu-là, mais pas d'écrit. Voilà. Ce qui évidemment, ce qui complique quand même pas mal les choses. Alors, et pour faire la transition avec le début du christianisme, avec la mosaïque que vous avez ici, la fin du temple, c'est très certainement fin 4e, début 5e, et la mosaïque que vous avez là, elle vient d'où? Elle vient de l'église paléochrétienne, donc pas de la Canogne, l'église qui a précédé la Canogne, qui a été construite fin 4e, début 5e siècle. Donc certainement que les premiers chrétiens, ils arrivent, ils trouvent le temple, on s'en débarrasse. La petite pierre que vous avez au fond avec Mitra, ça a été brûlé. On sait que ça a été brûlé. Donc bon, allez, on se débarrasse de ces dieux-là et commence le christianisme sur l'île. Donc, la mosaïque que vous avez juste en face, donc ça c'est une mosaïque qui était dans le baptistère de l'église paléochrétienne, donc baptistère baptême, hein. C'était un petit morceau du bâtiment qui était réservé au baptême. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce tapis mosaïque? Bon, là-haut, des canards. Très bien, c'est pas compliqué. Des poissons. Et juste ici, là c'est plus difficile, ce sont des dauphins. Alors, évidemment, comme le disait tout à l'heure ma directrice, quand vous voyez ce monsieur-là, les enfants c'est très intéressant parce que très souvent ils répondent c'est qui? C'est Jupiter, c'est Zeus. Ce sont toujours des Romains, donc qui représentent là un des 4 évangélistes, j'ai envie de dire à la mode romaine, évidemment. Mais le substrat chrétien s'est rajouté à leur iconographie, à leur travail. Donc le monsieur qui est ici, certainement un des 4 évangélistes. Et au centre, vous aviez la cuve baptismale, où à l'époque on se baptisait par immersion.
Voilà. Alors, pour vous montrer un peu plus en détail ceci, vous avez le baptistère en question qui est représenté juste là. Vous aider un petit peu mieux à visualiser tout ça. Parce que la mosaïque que vous avez là, c'est pas le seul morceau de mosaïque qu'on va trouver. On a d'autres, mais qui sont plus petits. Donc là, vous avez le plus gros, le plus impressionnant. Alors, ce que vous avez ici, que vous allez voir juste après avec mon collègue, qu'est-ce que c'est? C'est le site archéologique tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? On a le substrat antique romain, c'est ce que vous avez de plus foncé, qui est évidemment le plus profond. Ensuite vient l'église paléochrétienne, c'est le bâtiment que vous avez ici. Vous allez voir juste après. Ce morceau-là, c'est le baptistère paléochrétien. Donc, en fait, la mosaïque a été trouvée de ce côté-ci, c'est vraiment ce morceau-là. On fait un gros bond dans le temps avec la canonique. 12e siècle, donc le moment où l'île passe d'état pontifical à Pise. L'archevêque de Pise dit très bien. L'église paléochrétienne était encore debout à l'époque, un peu dans son jus. Donc l'archevêque de Pise dit très bien. On construit juste à côté une nouvelle église et en même temps on construit San Parteo qui est un peu plus loin vers les terres, notamment là où il y a un des sites funéraires romains. Vous aidez un petit peu à vous repérer. Voilà. Et ensuite, 13e siècle, alors c'est ce que vous voyez de ce côté-ci, on a un palais épiscopal qui a été construit ici, sur l'ancienne église. Donc on sait que les deux églises se sont connues, mais pas longtemps. Quelques dizaines d'années, pas plus. Puisque un siècle après la construction de la canonique, on a le palais épiscopal. Voilà, c'est le bâtiment que vous voyez juste ici. Vous allez voir encore une fois les murs sur le site. Alors, si vous voulez mieux visualiser cette église paléochrétienne, vous avez sa représentation, cette fois en totalité, juste ici. Et alors, pour expliciter pourquoi un baptistère, tout simplement parce qu'à l'époque, si on n'est pas chrétien, on ne peut pas rentrer dans l'église. Donc, il faut bien quelque chose pour transitionner. La solution, c'est de faire une petite annexe, le baptistère, où on va passer pour se baptiser donc dans la cuve. On plonge 3 fois dans la cuve, 3 fois la Trinité évidemment. On ressort du côté est, le lever du soleil, tout est symbolique. Et cette fois, on peut pénétrer dans l'église et participer à la vie chrétienne. Donc ce sont des adultes qui se baptisent. Ce n'est pas des enfants à leur naissance, c'est un autre modèle, c'est un petit peu plus intellectuel. Et pour continuer sur nos mosaïques, les deux mosaïques que vous avez ici, c'est toujours des mosaïques de cette fameuse église paléochrétienne. Bon, là, la décoration assez classique. Là, il faudra céder en haut de votre imagination. On a un bœuf ici, pas un taureau comme on mettra, un bœuf, attention. Petit manchon là. Et ici, on a un lion, que vous voyez évidemment très clairement. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce symbolique? Tout simplement, le lion qui mange dans la même mangeoire que le bœuf. L'animal carnivore par excellence, qui mange dans la même mangeoire que le bœuf, animal domestique par excellence. C'est un symbole chrétien. C'est tout simplement, on illustre une petite citation de la Bible. Tout simplement. Voilà.
Bien dommage qu'on n'ait pas le lion. On préfère avoir le lion que le bœuf, mais il faut se contenter malheureusement de notre petit bœuf. Je le cherchais. C'est déjà pas mal. Cette petite visite, je vous ai menti par omission. Ce que vous avez juste ici, c'est le vrai lingot peau de bœuf. C'est-à-dire celui d'introduction, c'est un facsimilé, une reproduction de celui-ci. Pourquoi on a choisi de faire ça? Tout simplement parce qu'il y a quelques mois, on en avait deux lingots de cuivre. Et celui d'introduction, malheureusement, on a dû le rendre au musée d'Agde. Je suis parti avec ma directrice pour le ramener. Et du coup, bon, on s'est posé la question, pour garder la cohérence d'introduction, qu'est-ce qu'on fait? Le choix a été fait de faire un facsimilé de celui-ci. Lui ne bougera pas parce qu'il a été trouvé à Bordeaux. Lui, pour le coup, pas de souci, il ne bougera pas. Voilà. Et vous remarquerez qu'il y a des petites entailles sur le lingot. Certainement que c'est le fabricant qui a mis sa marque de fabrique. Certainement. C'est toujours reconditionné. Et pourquoi il y a cette forme? Certains. L'ancien, il était plus, on voyait plus les cornes, donc c'était plus évident que oui, certainement c'est pour le transport. Lui, il est un peu plus empâté, donc on voit moins les cornes, mais oui, vraiment c'est pour le transport. C'est assez lourd. C'est à peu près le 30-35 kg environ. Oui. Du transporter l'autre, c'était pas très. C'est assez lourd. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci. Profitez, c'est bien aujourd'hui, il fait beau, profitez bien de vous.
Legiorum, terra Britanorum, sopra terra Britanorum, eterna, sua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Legio eterna, victis, Legio eterna, victis, Legio eterna, victis, Legio eterna, Affermentes cosa Libia, volat aquila legionum, sopra terra Britanorum, volat aquila legionum, Legio eterna, victis, Legio eterna, victis, Legio eterna, sit italica suavi, nostrum munus patri martis, sit italica suavi, nostrum munus patri martis, Legio eterna, victis, 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 Legio eterna, victis.
Alleluia.